Le Maroc, qui est un pays où il y a aussi de la pauvreté. Si je vais vers l'eau polluée se retrouve dans les régions pauvres, dans des quartiers pauvres. Et donc là, s'ils intentent une action pour l'atteinte à la santé, il faut une expertise. Et c'est le demandeur qui paye l'expertise. L'expertise coûte cher. Qui va la payer? Nous avons des lois sectorielles qui aujourd'hui commencent à intégrer la dimension changement climatique, notamment la question sur l'eau. Il y a une révision de la loi 1095 qui est en cours d'adoption et qui a pris en considération cette dimension. Il est très difficile d'avoir un texte spécifique sur les changements climatiques et d'ailleurs, lors de l'atelier auquel vous avez assisté aujourd'hui sur droit et changement climatique, vous nous avez écouté dire que les lois sont réparties en catégories et en disciplines. Vous avez du droit interne, vous avez du droit international et vous avez des droits particuliers qui organisent des secteurs, donc une approche sectorielle du droit. Cette question des changements climatiques, qui aujourd'hui est reconnue, bien sûr, nous interpelle et nous oblige à changer d'approche et de méthodologie. On ne peut pas parler de la question des changements climatiques sans tenir compte d'une série d'autres problèmes. Et lorsqu'on revient vers le droit, on découvre que cette complexité ne peut pas être réunie dans un même texte, mais qu'il faut aller chercher la solution dans plusieurs textes qui sont différents. Les changements climatiques ont un impact sur l'eau, ont un impact sur l'agriculture, ont un impact sur la forêt, ont un impact sur les océans, etc. Et donc à chaque fois que j'énonce un mot, il y a une loi particulière. Donc nous les juristes aujourd'hui, nous reconnaissons cette difficulté et nous réfléchissons sur la manière d'avoir une approche interdisciplinaire à l'intérieur de l'approche juridique et de tenir compte et du niveau national et aussi du niveau international. L'accord de Paris est un instrument international. Comment l'introduire dans la sphère juridique nationale, etc., etc. Vous voyez un petit peu la difficulté à laquelle nous nous confrontons. Deuxièmement, souvent j'entends l'importance de la gouvernance. C'est quoi la gouvernance? C'est les modes de gestion, mais qui sont le concept est amélioré parce qu'il intègre des principes comme la participation, comme la prise en compte des intérêts de tout le monde, y compris des plus démunis, qui intègre le fait de rendre compte des résultats en matière de gestion, etc. Alors tous ces principes-là sont des questions qui relèvent de l'institutionnel. Et ce sont les juristes, c'est le droit qui définit les institutions et leur fonctionnement. Et les juristes ne sont pas, si vous voulez, invités à ces réflexions sur la gouvernance. Et donc ça, nous l'avons souligné aujourd'hui lors de cet atelier. En droit, on fait une distinction en ce qu'on appelle la hard law, c'est-à-dire ce sont toutes les règles obligatoires telles que nous les connaissons, qui sont contraignantes et qui, lorsqu'elles ne sont pas respectées, sont sanctionnées par des lois qui les prévoient et ces sanctions peuvent être d'ordre pécuniaire ou aller jusqu'à la détention. La soft law, c'est très différent. La soft law ne poursuit pas le même processus d'élaboration. Ça peut être, par exemple, une charte à l'intérieur d'une entreprise. Ça peut être un code de conduite. Ce sont, si vous voulez, des engagements qui sont pris volontairement par des acteurs du développement pour justement aller au-delà de ce que la loi autorise ou interdit par responsabilité sociétale et parce que l'acteur veut être, si vous voulez, dans une démarche vertueuse et qui n'attend pas que la loi lui interdise de polluer, par exemple, pour dire « je m'engage à ne pas faire ». Voilà.
Si vous voulez, lorsqu'on réfléchit au changement climatique, tous les États se sont engagés à travers des INDC à atteindre un certain résultat pour justement aboutir à, si vous voulez, ce que l'accord de Paris a invité les États à faire. Eh bien ça, personne n'a obligé ces États à le faire. Ils le font volontairement. Donc il y a toute une série de mesures aujourd'hui qui ne sont pas élaborées de la même manière que les règles de droit classique, qui viennent spontanément et volontairement de la part des acteurs qui s'engagent à apporter leur contribution pour réduire les atteintes à l'environnement ou pour justement cette question des changements climatiques.